Je vous propose qu'on démarre. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble un petit peu de repenser sa classe en plein air. Voilà, j'ai essayé de faire un atelier un petit peu, enfin de vous apporter des pistes un petit peu différentes par rapport à ce que j'ai pu apporter les années précédentes. L'idée, c'était pas de vous refaire l'atelier classe dehors de l'année dernière, donc j'ai essayé de choisir vraiment des pistes concrètes qui j'espère, pourront vous aider et vous donner envie de vous lancer dès la rentrée. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire classe dehors en 2025 ? Je pense qu'on en a tous là une vague idée après les périodes de canicule de ces dernières semaines. Voilà, pourquoi faire classe dehors ? Parce que souvent, là, avec les températures excessives des dernières semaines, déjà, on a tous eu très très chaud dans nos classes. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un espace végétalisé à proximité, déjà, on a beaucoup moins chaud, donc ça nous apporte clairement du confort. Et le fait d'être dehors, je pense qu'on on en a tous plus ou moins conscience. C'est vrai que quand on est dehors, déjà, on se sent plus détendu, on est plus apaisé. Le corps va sécréter ce qu'on appelle des hormones l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. Et en fait, le fait d'être dehors, on en sécrète énormément. Et c'est vrai que des fois, on est en carence parce qu'on ne sort pas assez dehors. Et quand on est dehors, on se sent tout de suite plus détendu, plus apaisé. On est dans une posture vraiment plus d'accompagnement. On va observer nos élèves. On va les guider, mais on n'est plus dans cette relation qu'on peut avoir parfois en classe où il y a une espèce d'interaction finalement qui se joue beaucoup entre le professeur et l'élève. Et les interactions entre élèves, c'est quand même assez difficile à faire développer, alors que le fait de ne pas être dans une salle de classe entre quatre murs, déjà les interactions entre élèves, elles se multiplient et on sait que c'est ces interactions-là qu'il faut privilégier pour que les élèves puissent apprendre et surtout apprendre par eux-mêmes et donc fixer leurs apprentissages. Et puis du coup, du fait d'être dehors, les élèves ont une liberté de mouvement qui est beaucoup plus... Allez-y. Une liberté de mouvement qui est beaucoup plus importante et aussi une liberté dans la parole, parce qu'on n'est pas obligé de réguler le niveau sonore comme on va le faire dans sa salle de classe. Voilà, le fait d'être en extérieur, on peut se parler normalement sans être obligé de faire attention quand on travaille en groupe, de ne pas trop faire monter le niveau sonore pour pas que ce soit horrible. Et aussi, le fait d'aller travailler dehors, les élèves vont être davantage acteurs de leurs apprentissages, notamment sur les temps de temps libre ou même les temps de travail en équipe, où les élèves, il y a beaucoup de temps où ils vont essayer et ils vont eux-mêmes réguler ce qu'ils ont fait parce qu'ils vont pouvoir eux-mêmes se rendre compte de si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand on va être, je ne sais pas, sur de la recherche ou de la recherche de construction, par exemple, si je veux construire une cabane, on se met d'accord à plusieurs, on a l'idée de départ, on peut éventuellement même faire construire un plan pour qu'il y ait vraiment une visée pédagogique derrière la construction de la cabane. Et si la cabane, elle s'effondre, il faut qu'on essaye de comprendre ce qui n'a pas marché. Donc il y a vraiment toute cette phase où l'élève, tout le temps, il se questionne et où on est là aussi pour l'aider à se questionner parce qu'évidemment, ça, c'est pas une posture qui est naturelle à la base de se poser des questions, d'avoir envie de réessayer. Ça, c'est des choses qui vont se construire au fur et à mesure de l'année en classe dehors. Et puis, ça va nous permettre aussi de développer pas mal de compétences, notamment psychosociales, parce que alors moi, je suis très à l'aise dehors. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, et je sais en tout cas que mes élèves, la plupart au début, comme ils n'ont pas l'habitude de sortir dehors, la moindre petite bête, etc., c'est très anxiogène pour eux, et le fait de ne pas être fermé, ça aussi, c'est anxiogène pour eux. Et en fait, ils vont apprendre à se faire confiance, à se dire que en fait, même si c'est pas fermé, on est quand même en sécurité dehors. Donc, ils vont pouvoir prendre confiance en eux et ça, c'est pas négligeable. Et aussi, le fait de construire les éco-citoyens de demain. Voilà, avec une planète qui se réchauffe, un climat qui se réchauffe. Je pense si vous êtes là, c'est qu'on est tous convaincus de la même chose. Il y a un gros travail à faire sur la prise de conscience de la protection de l'environnement. Et en fait, on aura beau dire il faut faire attention, pas jeter le papier. Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on aime vraiment la nature et qu'on a envie de la protéger, on le fait pas de la même façon. Et on est là pour plus leur faire construire ce travail-là par l'expérience que par le côté moralisateur de allez, on fait attention, ça se réchauffe. Non, on l'a construit ensemble. Vous savez que ça devient important pour vous. Donc comme ça devient important pour vous, du coup, vous avez envie de la protéger. Alors faire classe dehors, oui, on se dit tiens, c'est à la mode.
ah, c'est le truc qu'on voit partout en ce moment, il faut faire classe dehors, c'est super. Alors oui, c'est super. Enfin, je serai la première à vous dire c'est même génial. Hein. Mais il faut déjà, enfin, c'est comme toutes les pratiques pédagogiques, il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que quand on fait une pratique un petit peu différente, il faut être capable de le justifier. Donc il faut être soi-même très au clair avec la raison qui fait qu'on va sortir. Moi, ma première raison, on était en plein confinement, c'était offrir une liberté de mouvement et une liberté sans masque à mes élèves. Et donc après, je l'ai continué parce que je me suis rendu compte que pratiquant la pédagogie flexible, finalement, c'était une continuité. Et donc ça a apporté à mes élèves hyperactifs, etc., un très grand confort. Et j'ai voulu continuer parce que ce qui était profitable pour eux l'est aussi pour tous les autres. Et voilà, mais il faut bien être au clair avec la raison qui fait que vous allez sortir pour pouvoir aussi la justifier auprès de votre inspection, auprès de vos parents d'élèves, etc. Et puis à chaque fois qu'on fait quelque chose de différent, il faut oser. Parfois, on est le premier de son école à sortir. Alors moi, j'ai été la première de mon école à sortir. Finalement, maintenant, on est plusieurs et c'est chouette. Mais quand on est la première, il faut aussi commencer à montrer le chemin aux familles. Les familles, au début, elles ont peur. Ils vont se promener tous les vendredis après-midi. C'est la récréation dans le bois. Non, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment oser et être capable d'affirmer et d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Et aussi changer sa posture. Hein. Je ne peux pas être enseignante de classe dehors comme je serais enseignante dans ma classe, puisque le principe même de l'espace dehors fait qu'on ne peut pas avoir la même posture. Donc ça, il faut aussi être capable de se dire, y a des choses sur lesquelles je suis capable de lâcher, d'autres sur lesquelles je ne lâcherai pas, mais c'est OK. Mais par contre, il faut se dire aussi qu'il y a des choses, voilà, il va falloir parfois... j'ai prévu une super séance, que moi je pensais super, et il y a un truc qui s'est passé, et en fait, c'est bien plus intéressant de s'en saisir. Ils ont tenté une expérience, et non, il faut rebondir dessus, parce que ce serait dommage de s'en priver, et cette interaction-là, elle se reproduira peut-être pas. Donc, c'est être capable parfois de se dire, c'est pas grave. Et puis parfois, il y a un facteur qui rentre en cause, qui est la météo. Alors, je sors par quasi toutes les météos, sauf l'orage et le vent, parce qu'on sort dans un milieu boisé, et donc ça devient dangereux. Mais des fois, le jour où il y a de l'orage, c'était pas prévu, il faut être capable de rebondir et se dire, le vendredi après-midi qui était prévu, tout était tracé, non, ça va pas pouvoir se réaliser, donc il faut avoir anticipé éventuellement quelque chose d'autre. Ce que j'ai appelé soigner la mise en place. Soigner la mise en place, c'est-à-dire être très opérationnel sur son matériel, puisque une fois qu'on est parti de son école avec ses affaires de classe dehors, si à 1,5 km, moi pour ma part je suis à 1,5 km à pied de mon école, en fait c'est pas énorme. Hein. Vous verrez, 1,5 km, au début d'année c'est 20 minutes de marche et après c'est 15 minutes. En fait plus ça va, plus les élèves vont vite, c'est un trajet qu'ils connaissent et ça va. Ça va. Et par contre, je ne peux pas revenir à mon école. Si j'ai oublié, je sais pas, des loupes ou des choses comme ça, tant pis, je fais ça en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir bien pris le temps de préparer son sac à dos, son chariot en fonction des personnes. Et rappeler les limites, c'est-à-dire à chaque fois que, en fait, il faut ritualiser le temps de classe dehors, l'entrée en classe dehors, pour qu'on passe d'une posture de trajet, où les élèves peuvent discuter librement, qui est presque une posture récréative, à une posture d'élève de classe dehors, où là, on est vraiment vigilant avec ce qu'on peut faire par rapport à la nature, où là, on va vraiment faire attention à son langage, sa posture d'élève, etc. Et les limites aussi spatiales de la classe dehors, puisqu'on est dans un milieu ouvert, et donc il faut bien que les élèves prennent conscience de jusqu'où ils peuvent aller. Le but, c'est qu'ils puissent quand même évoluer librement, mais tout en restant en sécurité. Donc là, soit j'ai des repères physiques dans mon lieu de classe dehors qui me permettent de dire, là, il y a des arbres jumeaux, vous arrêtez pas plus loin que les arbres jumeaux. Ou alors, si j'ai pas les arbres jumeaux ou quelque chose qui me permet de savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, je pense à avoir anticipé et à prendre des plots pour leur dire, pas plus loin que les plots, voilà. À quelle fréquence sortir? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et je dirais que c'est quand même propre à votre projet de classe dehors. À quelle fréquence je vais sortir? Mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand on se pose cette question, vous la poserez sûrement cet été quand vous allez préparer votre programmation de classe dehors, c'est qu'il faut en moyenne 3 semaines pour fixer une habitude dans son corps. Et 3 semaines quand on la vit régulièrement. Plus vous serez régulier dans vos sorties, c'est-à-dire par exemple si je sors toutes les semaines, tous les 15 jours, plus vos élèves en fait, ça va créer une attente
parce qu'ils savent, par exemple, que tous les vendredis, le vendredi après-midi, c'est classe dehors, donc ils savent. Et si vous demandez du matériel, moi, par exemple, je leur demande un petit sac à dos avec une paire de chaussettes de rechange, une paire de bottes s'il y a besoin parce qu'il pleut, et une gourde. Et quand il fait chaud comme ça, une crème solaire, une casquette. Voilà, je sais que le vendredi, du coup, comme ils savent que c'est la classe dehors, je sais qu'ils vont arriver avec leur sac de classe dehors. Au début, je le note dans les devoirs, et après, à force, la routine est créée, je le note plus, et je sais qu'ils vont arriver avec. Mais c'est vrai que si, par exemple, on se dit, bah, je sors une fois par mois, 2 fois par période, ou voilà, bah, le conseil, c'est du coup de mettre un petit icône dans son calendrier, l'icône classe dehors, et au moins là, pareil, vous créez une attente. Parce que si c'est trop aléatoire, et qu'ils ne peuvent pas prévoir à l'avance qu'il va y avoir classe dehors. Du coup, vous ne pouvez pas créer cette motivation, cette implication des élèves. Et du coup, c'est dommage parce que ça peut changer un petit peu votre pratique. Et le fait de créer une routine aussi, ça va être important parce que là, il fait chaud, ça reste quand même agréable d'être dehors. En tout cas, chez moi, on peut arriver à des hivers où on est à 1 degré. C'est même monnaie courante, hein, pendant l'hiver, on est à 1 degré. Je vous garantis que pour passer 3 heures dehors le vendredi après-midi, bah, il faut que la routine elle soit créée parce que sinon on a tous envie de rester. Bah, il fait 20 degrés dans la classe. Pourquoi est-ce que j'irai dans le froid dehors Voilà. Alors bien sûr, on va aller chercher d'autres choses, mais c'est vrai que si la routine n'est pas créée, bah, je peux avoir envie. Bah, là, il pleut aujourd'hui. Oh non. Et puis j'ai pas fini les maths ce matin, alors c'est quand même plus important de finir les maths. Bah non, en fait. Si la routine est créée, l'emploi du temps il est posé, c'est vendredi après-midi, c'est classe dehors. Moi, je sais que j'annule sous très rare prétexte. Voilà. L'orage, le vent, mais il faut vraiment sinon qu'il y ait quelque chose de très très important pour que j'annule. Et en plus, ils sont clairement en demande. Quand on a pris l'habitude, voilà, ils n'ont plus envie d'autre chose. Donc voilà, le fait de ritualiser, c'est hyper intéressant. Et en plus, vous vous rendrez compte, voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai 1,5 km de marche. Bah, en fait, le fait de le faire toutes les semaines, donc ça nous fait quand même 3 km aller-retour. J'ai des CE1. Je le faisais aussi avec mes CP quand j'avais des CP, voilà, il n'y avait pas de souci. En fait, rapidement, ils vont marcher plus vite parce que leur corps s'entraîne. Voilà, c'est comme si je veux aller courir un 10 km. Si j'ai jamais couru 200 mètres, je ne peux pas tout de suite aller courir un 10 km. Donc en début d'année, on prend du temps. Et puis après, finalement, au fur et à mesure de l'année, le trajet, ils le connaissent tellement qu'ils se rendent déjà même plus compte de la distance. Pour eux, c'est un trajet qui est ordinaire, au même titre que si j'allais à la piscine. Et du coup, ils le font beaucoup plus vite. Et au moment aussi où je vais m'installer en classe dehors, par exemple, si j'ai une petite bâche à mettre, déposer les sacs toujours au même endroit, boire un petit coup quand on arrive, etc. Tout ça, c'est ancré. C'est plein de micro-gestes, en fait, qu'on n'a plus besoin de dire. Et donc ça nous fait gagner énormément de temps sur la mise en place. Alors que c'est vrai que si je le fais qu'une fois par période, l'habitude, elle ne se crée pas. Il va falloir continuellement répéter les mêmes consignes. Tout ça, voilà, moi, je ne le dis plus. Et autant vous dire, l'année prochaine, quand je vais les suivre, le premier vendredi, on est déjà dehors. Donc ça, c'est ancré. C'est ancré. Et aussi, notamment pour les élèves pour lesquels je disais voilà, qu'ils peuvent avoir un petit peu plus peur d'être dehors, le fait de sortir régulièrement, le lieu va devenir un lieu familier. Et ça, c'est aussi hyper rassurant pour l'élève. Du coup, voilà, j'enchaîne avec comment choisir son lieu de classe dehors. Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors moi, j'ai choisi volontairement un lieu très végétalisé et un autre quand même partiellement végétalisé. Mais voilà, il y a quand même du bitume. Alors moi, en gros, par exemple, j'ai 2 lieux de classe dehors et je vais dans l'un ou dans l'autre en fonction de ce que je veux y faire. Évidemment, c'est mieux quand même si le lieu est végétalisé parce que ça va nous offrir une multitude de possibilités, notamment d'observation sur le vivant et d'interaction avec le milieu. Mais si le lieu est très urbanisé, en fait, c'est pas grave parce qu'on peut aussi y faire venir des choses qui nous permettront de faire venir le vivant. Je pense à des nichoirs, je pense à des composteurs, je pense à des petits bacs de jardinage, pourquoi pas collectifs, qu'on peut partager avec la commune. Voilà, il y a énormément de choses qui vont pouvoir se mettre en place. Donc ce lieu, c'est intéressant si on peut y travailler des compétences scolaires, par exemple tout ce qui est scientifique, on va s'interroger sur la chute des feuilles, sur la croissance de l'arbre l'hiver, etc. Mais aussi, il faut qu'il puisse nous permettre de développer des compétences motrices. Le fait d'enjamber une racine, le fait parfois de devoir passer sur un petit pont qu'on aura aménagé sur un tout petit cours d'eau, ça paraît rien, mais en fait les enfants de nos jours, ils le font plus. Et pourtant, moi, je suis en Auvergne. C'est encore un milieu qui est quand même préservé de plein de choses. Enfin, les grandes villes, elles sont quand même loin. Et pourtant, voilà, les enfants, ils prennent plus le temps d'aller jouer dehors le soir.
Voilà, donc le fait de développer toutes ces compétences en classe dehors, c'est aussi intéressant et ça leur permet aussi, eux, de se construire en tant que futurs adultes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, les compétences psychosociales, donc le fait de pouvoir prendre des risques mesurés, d'apprendre à se faire confiance. Voilà, donc ça, voilà, vous pouvez repérer un ou plusieurs lieux. Et à chaque fois que vous repérez un lieu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller le repérer en amont, repérer tous les dangers, entre guillemets, les prendre en photo, prendre différentes photos du lieu, notamment si vous avez des élèves qui sont petits. Et avant de sortir la première fois, prendre le temps, comme on pourrait le faire pour la première séance de piscine, leur montrer les photos. Bah là, voilà, vous voyez, c'est comme ça. Ça leur permet de se projeter. Et c'est vrai que les élèves qui peuvent être anxieux ou les élèves voilà, qui ont des besoins éducatifs particuliers, souvent, ils ont besoin d'être rassurés avant de partir. Et ben eux, voilà, ça leur permet de savoir. Et vous pouvez leur dire, bah voilà, là, vous ferez très attention, il y a un arbre, enfin voilà, leur apprendre à lever la tête, parce que souvent, en fait, quand on marche, même nous, adultes, il y en a plein qui, enfin, on se promène en forêt, on ne pense pas à se dire, tiens, je lève la tête pour voir s'il y a des branches fragiles qui menacent de tomber. Et ça aussi, c'est un apprentissage, donc leur montrer, bah voilà, attention, regardez, il y a eu du vent l'autre jour, il y a de la pluie, pensez à bien regarder les branches avant de vous asseoir sous un arbre, etc. Voilà. Et donc, je vous disais aussi, on peut aussi aménager des espaces très urbanisés. Alors, moi, même si j'habite dans un lieu, dans un département qui est encore très végétalisé, j'enseigne en ville, une école très urbaine. On a 5 cours. Sur les 5 cours, il y en a 4 qui sont extrêmement bitumés. Et donc, le projet qu'on a eu avec les collègues, c'est de faire venir la vie petit à petit dans la cour de l'école. Donc, on avait commencé il y a 10 ans avec des petits bacs de jardinage, enfin des carrés de jardin. Ensuite, on a installé un composteur, donc qui nous permet d'observer tout ce qui est décomposition, les petites bêtes du composteur. Souvent, on n'y pense pas, mais en fait, c'est extrêmement riche. Poser aussi des déchets dont on sait par avance qu'ils ne vont pas pouvoir se décomposer. Et donc, après, s'interroger pourquoi lui, il ne s'est pas décomposé, alors que, par exemple, la petite souche, elle s'est décomposée sans aucun souci pendant l'hiver. Et donc, on va pouvoir gratter un petit peu la souche, regarder quels sont les insectes et les petits animaux qu'on peut voir dedans. Une mini-mare pédagogique. Donc là, nous, on l'avait construit avec mes élèves il y a 2 ans avec un pneu. Un pneu, une bâche. Et puis, du coup, cette petite mare, elle nous permet en plus de permettre aux oiseaux et aux petits animaux de venir s'abreuver quand il fait très chaud. Donc, c'est pour ça qu'on a placé des cailloux au fond pour éviter les noyades. Des hôtels à insectes. Cet hiver, on a fait des abris à hérissons, des nichoirs, des mangeoires, des abreuvoirs. Et malgré le fait d'avoir une cour extrêmement bitumée, en fait, on peut voir pas mal d'animaux, si on prend le temps de les observer, bien sûr. Donc, souvent aussi, quelque chose qui peut faire peur, c'est le fait de parler du projet aux parents, notamment quand c'est la première fois qu'on le fait. Bon, quand vous êtes connu dans l'école, au bout d'un moment, ils ne se posent même plus la question. Mais au début, voilà, il faut vraiment prendre le temps de poser les choses, d'expliquer. Moi, c'est vrai que sur la réunion de rentrée, finalement, le projet classe dehors, quand c'est ma nouvelle promo, c'est ce qui va me prendre le plus de temps pour vraiment qu'ils puissent prendre conscience que c'est un vrai temps d'apprentissage, c'est un vrai temps de travail. Donc, je vais présenter des activités, par exemple, qu'on a pu faire les années précédentes, expliquer les compétences qu'on va pouvoir y travailler, les bénéfices obtenus. Moi, par exemple, j'ai quasiment jamais d'élèves malades dans ma classe. Voilà, le fait de sortir par tous les temps. En fait, le système immunitaire, il se retrouve forcément boosté parce que voilà, ils sont exposés à la pluie, ils sont exposés parfois au vent, à 1 degré pendant 2 heures dehors, etc. Donc finalement, le fait de sortir par tous les temps, voilà, le système immunitaire est vraiment renforcé. Et en plus, on a beaucoup moins de microbes que dans la salle de classe où tout bouillonne et où il fait chaud et que les microbes adorent la chaleur. Donc voilà. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de lister toutes les questions que vous pourriez avoir. Que vous pensez que vous pourriez avoir, ou même vous projetez, vous, en tant que parent, si mon enfant faisait classe dehors, qu'est-ce que je me demanderais? Alors, moi, du coup, je m'étais amusée à lister toutes les questions. Par exemple, il va avoir froid, il va tomber malade, il va avoir faim. Et du coup, à chaque fois, je me suis, avant la réunion, je m'amuse à... Donc, vous les retrouverez dans le livre si vous avez envie après de le regarder. J'ai cherché des réponses. Comme ça, au moment où la question arrive, je ne me sens pas démunie. Et je reste pas mince, je sais pas quoi dire. Et en fait, le fait d'avoir tout de suite la réponse au tac, c'est hyper rassurant pour les parents parce qu'ils se disent, elle a su répondre, elle sait où elle va, c'est bon, c'est OK. Et puis après, l'avantage de pratiquer depuis quelques années, c'est que je peux leur montrer aussi des photos de ce qu'on faisait les années précédentes.
Et ça, pareil, c'est vrai que tout de suite, bon, maintenant, même si vous démarrez des photos sur Internet, on en trouve partout. Donc, c'est quand même assez facile de trouver des photos. Alors là, je passerai rapidement parce que c'est vrai que maintenant, je pense que la classe dehors, tout le monde est un petit peu au clair sur ce que c'est. Voilà, ça peut être transposer sa classe en extérieur, c'est-à-dire je fais exactement classe comme je le ferais en extérieur. Par exemple, si je veux faire lecture, je prends mes manuels de lecture et je vais juste me mettre dehors pour le faire. Par exemple, quand il fait super chaud, c'est ce que je vais faire dans ma cour d'école. Là, vous voyez, c'était la rentrée et du coup, on est en train de faire une œuvre collaborative. Et on s'est juste mis dans la cour d'école, qui est en plus extrêmement bitumée, mais on l'a fait dehors et donc tout de suite, la posture change. Faire classe avec du matériel naturel, bah, c'est tout ce qu'on pourrait trouver avec tout ce qui est art, en utilisant, en frottant par exemple des feuilles, etc. Ça peut être du land art, ça peut être de la numération avec du matériel naturel. Et moi, là, voilà, ce que je vous propose en tout cas dans le livre, c'est plutôt utiliser la nature comme base d'apprentissage, c'est-à-dire vraiment une vraie interaction avec la nature. Je vais aller me saisir de ce qui se passe. Les feuilles tombent. Bah, est-ce que c'est bien de les ramasser ou pas, les feuilles l'hiver? Pourquoi est-ce qu'elles tombent, en fait, les feuilles? Pourquoi elles deviennent jaunes et puis pourquoi elles tombent? Toutes ces questions qu'on s'est posées avec mes élèves et finalement toute une démarche d'expérimentation qu'ils ont menée parfois sur tout l'hiver pour comprendre pourquoi finalement les feuilles sont tombées. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent interagir avec le milieu et que c'est important de se poser des questions, de développer la curiosité. Alors là, je vais essayer de rentrer concrètement avec les 8 minutes qui me restent dans ce que vous pourriez faire pour démarrer en période 1. Voilà, à chaque fois que vous allez investir un lieu avec vos élèves, c'est hyper important, comme quand on leur donnerait un nouveau jeu, en fait, de leur laisser le temps de le découvrir parce qu'ils sont dans l'euphorie, ils ne connaissent pas et ils ont envie de découvrir. Et donc, la première phase, ça va être vraiment de les laisser explorer librement, laisser aller toucher, sentir. Voilà, quand ils ne sont jamais sortis pour la première fois, des fois, c'est impressionnant de voir vraiment l'euphorie que ça peut provoquer chez eux. Et une fois qu'ils sont allés librement, on peut se rassembler. Voilà, chacun dit un petit peu ce qu'il a remarqué, ce qu'il a pu observer. Et on va pouvoir après les guider en leur disant, par exemple, on va travailler avec les 5 sens. Alors moi, le sens que j'utilise le moins quand même, c'est le goût, où je préfère éviter de goûter parce que bon, des fois, notamment à l'automne, les champignons, je ne suis pas encore bien calée, peut-être dans 5 ans, mais là, je ne suis pas encore bien calée. Donc on utilise plutôt les autres sens, mais leur apprendre aussi à isoler des sens. Voilà, si je veux bien entendre, je peux fermer mes yeux. Et ça, pour nous, ça paraît naturel, mais en fait, pour les enfants, pas vraiment. Donc voilà, et après on peut leur donner du matériel, des loupes, des jumelles, des pinces, etc. Et après l'idée c'est de se construire une culture commune. On construit un répertoire commun et donc leur donner du vocabulaire pour enrichir aussi leurs compétences et surtout leur apprendre à observer. Parce qu'on peut être dans un lieu, mais finalement on ne l'observe pas, on le voit. Donc c'est vraiment aller chercher dans les moindres détails ce qui compose le lieu. Donc à chaque fois qu'on va aller travailler dans un lieu, on va essayer de choisir des compétences qu'on souhaite travailler, les objectifs à atteindre, comme on le ferait d'ailleurs pour n'importe quelle fiche de prep. Et à partir des objectifs que je souhaite atteindre, je vais déterminer l'activité qui me permet de les atteindre. Et non pas l'inverse, comme on peut voir parfois, trouver une activité et se dire « Ah tiens, elle est bien cette activité, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?» Voilà, vraiment, je suis désolée, ça doit être le côté formatrice. Du coup, concrètement, comment est-ce que vous pourriez démarrer en période 1 ? L'idée, c'est de vous proposer, là j'ai choisi quelque chose dont je suis normalement sûre que tout le monde en a dans sa cour d'école, même la plus bitumée, les insectes. Les insectes, il y en a partout. Voilà, il n'y a pas besoin d'être en forêt pour pouvoir voir des insectes. Et donc, le peu de matériel qu'il vous faudra, c'est des images d'insectes, des petits bocaux ou alors des pots-loupes idéalement, de quoi prendre des photos, des pelles, éventuellement des filets à papillons, des imagiers de référence des insectes, du papier affiche et de quoi écrire. Donc, dans un premier temps, il va falloir définir ce que c'est un insecte. Parce que c'est vrai que si là je vous demande, je ne suis pas sûre qu'on soit tous très au clair sur la définition de ce que c'est un insecte. Et donc, pour démarrer ce travail avec mes élèves, je leur donne plein de petites images avec des petites bêtes qu'on trouve au sol, mais qui ne sont pas des insectes, et des insectes. Et donc, je leur demande de déterminer, d'essayer de faire des paquets, des catégories. Et donc, après, une fois qu'on a isolé tous ceux qui sont réellement des insectes, on essaie de trouver les points communs. Donc, c'est-à-dire le corps en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Et le fait d'avoir 6 pattes, certains ont des ailes, d'autres non.
Certains ont des carapaces, d'autres non, etc. Et donc après, voilà, de les différencier des autres petites bêtes. Après, une fois sur le lieu de classe dehors, ils vont essayer, ou alors dans la cour de l'école, ils vont essayer de repérer des petits animaux. Et donc les animaux, ils vont les photographier. Et après, en classe, on va essayer de se demander, on va refaire un tri, est-ce que tous les animaux photographiés sont des insectes? Et on essaie du coup de se rappeler quelle est la définition des insectes. Et donc là, par exemple, avec mes CE2, tout à gauche, on remplissait une petite fiche descriptive et je leur demandais de faire un croquis de l'insecte pour, en plus, qu'ils prennent, voilà, le fait de le faire dessiner, c'est pour qu'ils puissent l'observer davantage, pour être sûr, voilà, de bien avoir vu toutes les parties, etc. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Et ça nous permet de savoir que les insectes, finalement, il y en a partout, pas que au sol. Voilà. Et l'aspect, donc après les petits polypes. Après, donc, l'idée, ça va être de pouvoir, par exemple, construire un inventaire. On va pouvoir construire un inventaire des insectes qui peuvent être présents dans la cour de l'école. Alors évidemment, on va être humble, on va, on va quadriller une zone parce qu'en fonction de la taille de votre cour, ça peut prendre toute une vie. Donc on va quadriller un petit bout de cour et donc on va leur proposer d'essayer de trouver et de nommer les insectes qu'ils ont pu voir dans la cour de l'école. Alors avec les maternelles, par exemple, moi, si j'avais des maternelles, je leur donnerais un petit porte-clés avec plein d'images des insectes les plus communs. Et puis à chaque fois qu'ils le rencontreraient, peut-être ils viendraient chercher une image qu'ils accrocheraient sur leur porte-clés. Voilà, avec des plus grands, on peut leur faire écrire la fiche d'identité, mais avec des plus petits, voilà, j'irais plutôt chercher, j'aurais préféré plein d'images, et ils viendraient chercher, hop, dès qu'ils l'ont trouvé, ils viennent chercher l'image qui est associée à l'insecte qu'ils viennent de voir. Donc l'idée qu'après, avec la petite roue que vous trouverez aussi en téléchargement, c'est de pouvoir déterminer que certaines petites bêtes ne sont pas des insectes. Ensuite, après, on pourrait travailler sur les phases de développement des insectes, par exemple le développement de l'abeille, de la fourmi, etc. Et leur rôle dans la nature, par exemple les décomposeurs. Donc après, je pourrais aller travailler avec le composteur, les pollinisateurs, etc. L'importance avec des plus grands, voilà, se poser la question des engrais, des pesticides, etc. Et de leur rôle sur la nature et sur la production des fruits et légumes et de la nourriture pour les humains, entre autres. Voilà. J'en ai fini. Il me reste 2 minutes 39. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Alors, c'est-à-dire le temps de la classe dehors? Oui. D'accord. Alors, du coup, à chaque fois qu'on va prendre le temps d'arriver en classe dehors, voilà, pour vraiment, comme je disais, qu'ils passent de la posture d'élève qui se déplace à la posture de l'élève en classe dehors, j'ai plusieurs petits rituels. Et un rituel que j'utilise souvent, voilà, en fait, je leur propose de s'installer où ils le souhaitent. Et pendant, généralement, je mets un petit minuteur, 5 minutes. Je leur demande de ne plus entrer en interaction les uns avec les autres et juste de se concentrer, voilà, sur un de leurs sens, celui qu'ils veulent. Et d'essayer de se concentrer sur quelque chose qu'ils peuvent entendre, quelque chose qu'ils peuvent toucher, une odeur. Et après, au bout des 5 minutes, en fait, on se remet en cercle et puis chacun partage ce qu'il a pu entendre. Et du coup, ça permet aussi de nommer des choses, parce que parfois, on entend des oiseaux. Alors maintenant, ils en connaissent plein. Mais c'est vrai qu'au début, le premier réflexe, ils vont dire j'ai entendu un oiseau. Alors maintenant, fin d'année, quand ils me disent maîtresse, moi j'ai entendu une mésange bleue, ou une mésange charbonnière, je suis hyper contente. Là, je me dis déjà, on est hyper opérationnel. Donc ça peut être un premier rituel. Ensuite, souvent, je pars sur une activité guidée. Donc, par exemple, quelque chose que moi, j'ai préparé. Et à la fin, je laisse toujours un temps de jeu libre, où là, vraiment, c'est eux, finalement, qui sont maîtres de ce qu'ils vont faire. Par contre, je peux avoir emmené du matériel qui va servir d'impulsion. Par exemple, je peux emmener mon matériel de mode kitchen, je peux avoir emmené le parachute, tout ce qui est petites casseroles, etc. pour jouer. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est donc le parachute. Des fois, j'emmène mes cerceaux avec des petites fiches, avec des modèles de land art. Et puis parfois, ils se saisissent de rien. Et c'est bien. Et quand ils se mettent à faire d'autres choses, une cabane, un petit radeau parce qu'on est à côté du cours d'eau et qu'on était observer les petites bêtes, en fait, c'est super. Et donc après, là, moi, mon travail à moi, à ce moment-là,
bah, c'est d'observer ce que va faire chacun des groupes et d'aller dire ah bah tu vois là tu as construit ton radeau, ah regarde qu'est-ce que tu remarques, ah il flotte, à ton avis pourquoi est-ce qu'il flotte, ah puis toi regarde bah, le tien il a coulé, il a même pas du tout voilà tu l'as posé il s'est direct enfoncé et donc là c'est là où moi il va falloir que je sois vigilante et très observatrice pour pouvoir aller poser et ancrer les apprentissages que bah, ils auront fait sans même s'en rendre compte parce que si vous leur demandez une fois qu'ils ont fait les radeaux qu'est-ce que tu as fait, le premier réflexe ça va être bah, on a joué. Non, tu as appris quelque chose et c'est à moi de te dire ce que tu as appris. Et j'aime bien clôturer toujours mon temps de classe dehors parce que moi j'appelle voilà, un petit temps de gratitude où les enfants peuvent exprimer voilà, ce qui leur a plu, ce qui les a rendus fiers. Voilà, par exemple, j'avais une élève qui avait très peur de passer un tout petit cours d'eau de, je sais pas, il doit faire 30 cm de large. Elle avait hyper peur de l'enjamber. Le jour où elle l'a enjambé, on était tous tellement contents d'elle que même elle était hyper fière. Quoi. Ça paraît rien, mais en fait, ça lui a demandé tellement de courage que voilà, c'était hyper chouette. Quoi. Alors, cette année, j'ai 2 AESH dans ma classe parce que j'ai 2 élèves avec un handicap assez lourd. Donc là, je pars avec elle. Après, souvent, j'ai une maman qui nous accompagne. Et les parents sont toujours invités à venir. Mais j'ai déjà fait classe dehors sans personne, en fait, comme c'est un trajet proche et qu'il y a un trajet connu. Du coup, on peut aussi sortir, en tout cas à l'élémentaire, on peut sortir seul. Mais c'est vrai que c'est plus confortable. Par exemple, quand je sais que je vais faire des travaux avec, où il y aura plusieurs équipes, là, j'essaie toujours de m'arranger pour qu'il y ait des accompagnateurs. Ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que comme c'est un temps qui est un petit peu différent, même si je poste les photos sur Classly, ça permet aussi aux parents de voir ce qu'on peut faire. Quoi. Alors moi, j'ai un sac de Mary Poppins, un gros sac à dos. J'ai un gros sac à dos, mais en fait, j'essaie de ne pas emmener beaucoup de choses. Ça me limite dans le fait d'emmener trop de choses, justement le fait d'avoir un sac à dos. Parce que le but, c'est pas de ramener toute ma classe dehors, sinon vaut mieux faire dans la cour. Mais je sais que mes collègues de cycle 2 qui ont démarré cette année, elles ont un chariot. C'est vrai que, mais j'ai remarqué que du coup, elles emmènent beaucoup plus de choses. Et je pense des choses qui sont pas toujours utiles du coup. Mais comme c'est leur première année, je pense que ça les rassure de se dire j'ai beaucoup de choses et j'ai de quoi rebondir si j'ai besoin. Et finalement, moi, je me rends compte que là, voilà, c'est ma 5e année. Et en fait, plus ça va et moins j'en emmène. Pas mais parce que du coup, j'arrive à me saisir de plein d'autres trucs. Mais c'est vrai qu'au début, c'est rassurant. Et le chariot, tu as le confort de ne pas avoir le poids sur le dos qui est pas négligeable. Après, il faut bien faire attention à la taille des roues. Parce qu'en fonction de l'espace où tu vas évoluer, quand tu as des racines partout, ça peut vite être galère le chariot. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de collègues qui utilisent des chariots. Merci pour votre attention.